Donc, je vous propose d'attaquer. Bonjour à tous, donc soyez les bienvenus. Je suis Mathieu Baja, je travaille pour l'ANS. Et du coup, je travaille pour le Ségur du numérique, notamment pour le couloir radiologie. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le périmètre du volet d'imagerie qu'on est en train d'instruire sur la deuxième vague du Ségur. Et du coup, vous présenter la trajectoire en région. Donc, je serai accompagné aujourd'hui d'Olivier Clatz, connecté également. Je te laisse te présenter rapidement si tu veux, Olivier, de ton côté. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Clatz. Donc, je fais à la fois partie de la direction du programme Ségur et je travaille avec Mathieu sur les aspects plus spécifiques sur l'imagerie. Merci. Alors, au niveau du sommaire, on a plusieurs choses du coup à vous présenter. Donc, il y aura peut-être un certain nombre de redites. Si vous avez participé au webinaire de décembre, où je vous avais présenté les premiers éléments du volet d'imagerie, donc il y aura un certain nombre de redites. Ce qu'on va faire, on va faire une introduction sur le Ségur avec un petit rappel du fonctionnement achat pour compte, pour que tout le monde ait à peu près le même niveau d'information. On présentera ensuite les deux DSR qu'on est en train d'instruire sur la deuxième vague, puisque comme vous le savez, le Ségur et notamment le couloir imagerie est divisé en deux vagues, vague 1, vague 2. Et ensuite, on attaquera sur la partie diffusion d'images, parce que c'est un peu le cœur de notre réunion aujourd'hui. Et on essaiera du coup de vous présenter plusieurs éléments, notamment la trajectoire, également différents arbitrages déjà qui ont été réalisés, et ensuite comment on souhaite travailler avec vous. Donc le périmètre fonctionnel, tout d'abord du Ségur, donc il y a plusieurs couloirs, comme vous le savez, qui sont répartis. Avec un cœur, le cœur, donc c'est le patient avec son DMP. Donc nous, actuellement, on est sur le couloir radiologie. Sur ce couloir, on s'adresse principalement au cabinet de radiologie et au plateau technique d'établissements de santé. Donc l'objectif de ce couloir, c'était de permettre, notamment en vague 1, le partage et l'échange des comptes rendus d'imagerie avec donc, nos radiologues et les professionnels de santé demandeurs, mais également les patients, en mettant également les différents services socles à disposition, qui sont du coup l'INS, le Connect, la MSS et le DMP pour la partie partage. Au niveau du financement, donc, le financement à l'équipement SONS, donc c'est un financement, un mécanisme d'achat pour compte. Là, il est tel qu'il a été inscrit, en tout cas, sur la vague 1 qui a été publiée déjà par arrêté. Donc, c'est un mécanisme d'achat pour compte où l'État finance l'ensemble des prestations d'équipements logiciels pour les établissements de santé, les professionnels de santé, les ESMS ou les autres couloirs. On respecte, du coup, les logiciels doivent respecter un certain nombre d'exigences techniques et fonctionnelles qui sont publiées pour que l'éditeur ensuite puisse se faire référencer Ségur et publier du coup sur le site internet de l'ANS, c'est le référencement Ségur qui est donné à l'éditeur. Le financement est versé à l'éditeur lorsque la solution est référencée ou à son distributeur officiel en contrepartie lors de la réalisation de la prestation Ségur. Donc il y a un zéro à charge sur le périmètre Ségur pour les radiologues. Donc pas de surcoût pour le client final sur le périmètre de la prestation. On a un dispositif également structuré donc en couloir correspondant au secteur d'activité. Chaque couloir peut couvrir un ou plusieurs types de logiciels et donc fait l'objet d'une ou deux vagues de financement. Donc là, actuellement, on était sur la vague numéro 1 et là, on attaque la deuxième vague. Chaque dispositif SONS Ségur est encadré par un arrêté. L'arrêté de la vague 1 avait été publié en septembre. Et en annexe de chaque arrêté, donc du coup, on retrouve les fameux 3 documents que vous pourrez, que vous avez déjà dû certainement consulter sur le site de l'ANS, qui sont l'arrêté, le dossier de spécification et de référencement, qui regroupe à lui seul du coup plusieurs documents, l'appel à financement et le DSR générique et notamment le référentiel d'exigence minimale avec l'ensemble des exigences qui sont listées sur lesquelles l'éditeur doit se positionner pour être référencé.
Donc là, ce que vous avez vu à l'écran, c'est un peu le mécanisme, disons, général du système SONS. Du coup, Mathieu, je Le voulais dire… financement à l'équipement logiciel. Donc, quelles sont les Mathieu, tu prestations m'entends? financées? Allô, allô? Est-ce que C'est un vous petit peu coupé, mais vas-y, c'est bon, je pense. m'entendez? Ouais, je voulais donner des précisions sur le slide précédent parce que je pense que ça Alors, permettra ça coupe pas d'éclairer mal de mon aussi. côté. Allô? Ouais. Nous, on vous entend, Monsieur Klatz, mais c'est plutôt Mathieu qu'on entend de manière très hachée. Ah, d'accord. C'est peut-être couper la caméra, ouais, en effet. Ok. C'est Monsieur Bach et sa caméra. Ouais, donc du coup, ce que je voulais donner comme précision quand on parle d'un achat pour compte, je pense que c'est assez important parce que ça s'appliquera très certainement à ce qu'on est en train de mettre en œuvre là. Il y a bien une commande en fait du bénéficiaire final. Donc en l'occurrence là sur la radiologie, il s'agit soit de radiologues libéraux, soit de cabinets de radio libéraux, soit de services de radiologie publique. Et là typiquement c'est un hôpital qui porte la commande. Mais dans tous les cas en fait c'est pas l'État qui choisit la solution qui doit être déployée au sein de chaque établissement. C'est-à-dire que chaque bénéficiaire final est responsable du choix de son fournisseur, est responsable de passer une commande, et l'État vient en payeur, mais pas en choix technique, ni même en choix du timing, ni en choix du déploiement, ni quoi que ce soit. Donc en gros, on dit il y a un périmètre sur lequel on est prêt à payer, mais vous restez dans une relation commerciale avec votre éditeur. La différence importante, c'est que c'est l'État qui paye. Et dans cet esprit-là aussi, en gros, la règle qu'on a fixée, c'est qu'on ne paye qu'une fois. Et donc, je vais prendre un exemple volontairement un peu similaire dans le cas de l'hôpital, qui n'est pas sur le cas de la radiologie, mais on a décidé de financer la fonction d'envoi de documents, que ce soit par messagerie sécurisée de santé ou que ce soit au DMP. Donc, on a appelé cette fonction-là PFI, plateforme d'intermédiation. Mais en gros, ce qu'on dit, c'est que cette fonction-là, elle peut être remplie par différents types de logiciels. Alors, parfois, ça s'appelle plateforme, parfois, c'est une super configuration d'un EI, parfois, c'est un logiciel qui est dédié, parfois, c'est le DPI qui fait ça. Et en gros, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est prêt à financer cette fonction, mais par contre, une seule fois. Donc, si vous choisissez de le faire avec votre DPI, tant mieux, mais on ne va pas vous refinancer derrière un logiciel tiers qui permet de le faire, ou on ne va pas vous financer à la fois votre DPI, votre EAI et puis cette plateforme tiers. Donc, je pense que ça, c'est important, ce principe. Et du coup, on essaye toujours de relier la commande à un usage derrière pour être certain qu'on ne vient pas payer deux fois le même usage. Voilà. Et donc ça, c'est jusqu'à maintenant, dans tous les dispositifs qu'on a sortis, on avait ce lien fort entre ce qu'on paye et l'utilisation qui en est faite pour être sûr qu'on ne paye pas deux fois. Ok. Merci Olivier. Je vous propose de passer du coup directement sur la présentation des deux DSR qu'on est en train d'instruire, du coup sur cette vague 2 d'imagerie. Donc passer sur la vague 1, on passe directement en vague 2. Donc la mise en place du coup de deux dispositifs SONS qui seront portés sur cette vague 2 du couloir radiologie. Donc avec un premier dispositif SONS qui concerne uniquement l'ERIS. Donc on reste sur le même périmètre là que la vague 1 qui concernait aussi du coup uniquement l'ERIS, avec à l'intérieur à nouveau le même niveau de financement sur la maintenance corrective, l'installation et la mise en production et la formation. Ce qu'on va ajouter du coup sur cette vague 2, c'est un certain nombre de nouveaux volets qui sont en train d'être rédigés, où on a déjà un certain nombre de validations, comme la demande d'examen donc dématérialisée en provenance d'un correspondant ou de mon espace santé et à destination du radiologue. La demande d'examen donc structurée, sur lequel on a travaillé et qu'on doit présenter aux demandeurs prochainement. La structuration et l'envoi du compte-rendu d'imagerie médicale en niveau 3. Sur la vague 1, on était sur un compte-rendu non structuré. Là, l'objectif, ça serait de passer du coup sur un compte-rendu structuré. Donc sur ces deux volets, il y a eu des groupes de travail qui ont été montés avec un certain nombre de radiologues pour du coup élaborer les différents scénarios, les différents cas métiers. Et donc voilà, l'ensemble du coup de ces volets seront publiés sur le calendrier de la vague 2.
On a également 2 autres parties qui sont la force probante des documents de santé. On souhaite du coup également proposer la signature des comptes rendus en force probante, des comptes rendus d'imagerie, et également demander l'intégration de la consultation du DMP au sens DMP compatibilité, profil consultation, donc avec les différentes transactions que propose le guide d'intégration DMP pour que le risque puisse être complètement intégré au DMP, donc sur le profil du coup consultation. Donc ça, c'était le premier dispositif SONS qui concernait les RIS. On a donc du coup le deuxième dispositif SONS qui nous intéresse plus aujourd'hui, sur lequel du coup on est en train d'instruire. Il porte la fonction de diffusion d'imagerie de radiologie. Donc c'est l'objet de notre échange. Donc son contenu, on va le détailler sur la suite de la présentation. Une référence du coup au projet DREAM de la communauté radiologique. Cette fonction, lorsqu'elle est portée par un composant indépendant, pourrait être appelée Dreambox. Donc, c'est l'objet qu'on est en train de spécifier, en tout cas, et sur lequel on est en train de travailler sur ce projet. Donc, les premiers éléments du cadrage du dispositif SONS diffusion d'images. Je te rends la parole, du coup, Olivier, pour la suite. Ouais, merci Mathieu. Je vais redire juste ce qu'on a vu juste avant. Donc on travaille étroitement avec les radiologues et à la demande des radiologues. Vous avez peut-être certains d'entre vous entendu parler d'un projet DREAM, DRIM, qui a eu certains développements, probablement pas tous ceux qui étaient escomptés au début. Et donc c'est une volonté commune et de l'État et des radiologues de reposer en fait finalement sur cette marque DREAM pour porter en gros ce projet. Ça ne veut pas dire qu'on va couvrir l'intégralité de ce qui était prévu initialement dans le projet DREAM, notamment tout ce qui parle d'intelligence artificielle, qui est hors du spectre de ce qu'on vous présente là. Mais par contre, on se dit que comme il y a eu déjà une communication sur en gros cette mise en réseau de l'ensemble des radiologues, que c'est quelque chose qui est plutôt bien approprié par la communauté radiologique, qu'elle soit libérale ou publique. Ça permet en gros de créer un momentum sur quelque chose qui existe déjà. Et donc c'est pour ça que vous verrez de temps en temps, on réutilise ce nom, Dream. On utilise aussi le nom Dreambox. Et encore une fois, on va financer une fonction. Donc on sait que des fois, ça sera ce que certains industriels appellent des box. Des fois, ça sera directement dans le PAX. Donc c'est vraiment de l'abus de langage à chaque fois qu'on va utiliser le mot Dreambox. Vous avez compris, hein, c'est pour réutiliser l'effet marque du mot Dream, et par abus de langage, on utilise Box, même si c'est une fonction qui pourra être intégrée parfois dans un PAX, parfois dans une passerelle déjà existante, parfois dans une VNA, etc. Donc, il y a vraiment il n'y a pas de restriction technologique au mot Box. Donc, du coup, pour vous donner un petit peu le cadrage de ce projet, l'un des premiers éléments, je pense, assez important, alors on a discuté avec certains d'entre vous, d'ailleurs je suis super content, là il y a vraiment plein de monde connecté, c'est donc dire que ça intéresse vraiment énormément de personnes en région. Un des premiers points, c'est qu'on n'a pas vocation à créer un méga entrepôt national ou un méga PAX. Donc en gros, on laisse les données où elles sont. Alors on verra, ça peut être plus subtil que ça en a l'air, ce que je viens de dire, parce que parfois elles sont dupliquées. Et donc là, comme je vous le disais, comme on ne payera pas 3 fois, par exemple, il faudra choisir c'est quoi l'endroit de référence. Du coup, quelque part, la contrepartie ou la manière de mettre en œuvre le système, vu qu'on ne déplacera pas les données, ça veut dire qu'il faut quand même savoir où est-ce qu'elles sont. Et donc, en gros, l'essentiel du système va consister à stocker des références et à reposer sur l'infrastructure DMP, aujourd'hui mon espace santé, pour venir référencer en fait chacun des examens qui ont été acquis. Donc, je me répète à nouveau, hein, ce qui est financé, c'est la fonction, et elle peut être portée par différents types de logiciels. Donc, c'est peut-être là où ça va vous intéresser. Ça peut être un PAX local, ça peut être un PAX concentrateur, ça peut être une archive neutre, ça peut être une passerelle connectée à l'un des éléments qu'on a mentionnés précédemment, qu'il soit concentrateur à une échelle de GHT, à une échelle régionale. En fait, toutes les possibilités sont vraiment ouvertes. Et ça peut être, alors on verra le niveau de financement qu'on n'a pas encore instruit, mais ça peut être via une mise à jour d'un composant existant, donc que ce soit un PAX ou une passerelle déjà existante, ou via un nouvel achat. On verra par contre si nos niveaux de financement nous permettent de financer complètement un nouvel achat.
Mais donc, encore une fois, nous, on vient financer une ou des fonctions et qui pourront être implémentées. En fait, ce que je vous dis là, c'est assez important parce que l'idée, c'est que ça puisse être adaptable à tout ce qui a déjà pu être fait en région sous une forme de mise à jour d'un composant déjà existant. Donc, il y a différents choix technologiques qui ont déjà été faits. Et l'idée, c'est pas de dire on vient remplacer. Il est peu probable qu'il y ait un composant qui soit exactement celui qu'on va spécifier techniquement. Par contre, en analyse d'écart, l'idée c'est que ceux qui sont pas trop loin puissent s'adapter facilement et qu'on ne fasse pas un erase all, quoi. En gros, si je fais une caricature. Comme je le disais avant, donc du coup, c'est ce qu'on a déjà fait et ce qu'on va continuer de mettre en œuvre, c'est qu'il n'y aura qu'un seul financement donc par production d'images. Hein. Ça veut dire qu'un service de radio, alors j'ai mis service au sens large hein, dans la définition qu'on avait déjà utilisée, donc c'est public ou privé. Un radiologue libéral, c'est un mini-service de radio. S'il a lui-même, par exemple, un PAX local, une archive, j'ai inventé, hein, je ne sais même pas si ça existe, et puis disons un PAX régional, il faudra que lui, par contre, au moment où il passe la commande, il dise, moi, en fait, le système que je souhaite connecter, c'est soit mon PAX local, soit mon archive, alors je ne sais pas si elle n'est pas très fraîche, c'est probablement pas très souhaitable, soit le PAX régional. En tout cas, on ne financera pas pour ce radiologue-là les 3 connexions. Donc, ça sera à lui de choisir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Encore une fois, on restera dans le système où c'est chacun qui va définir en fait sa propre commande. Certains principes qu'on a déjà mis en œuvre vont rester, c'est sûr. Notamment, donc, on est sur un système. Allô? Non, du coup, pas de problème. On reste sur un système qui est ouvert et non sélectif, ce qui veut dire que tout système qui répondra à ces exigences sera éligible et pourra être financé. Donc, on n'est pas sur un mécanisme d'appel d'offres où on vient sélectionner le meilleur ou les 2 meilleurs. Là, on va mettre des exigences, mais toute solution technique qui permettra de le mettre en œuvre pourra être financée. Encore une fois, après, modulo le fait qu'elle soit réellement commandée par le bénéficiaire en bout de chaîne. Et donc, comme je le disais, on va le réappliquer à nouveau. Nous, on ne fait pas de choix, je dirais, presque d'urbanisation. C'est pas nous qui allons choisir ni le fournisseur ni la solution technique à la place du client. Donc, celui en bout de chaîne qui est probablement le service de radio au sens un peu élargi, comme je l'ai décrit, ça va être à lui de faire ses choix en fonction probablement de ce qu'il a déjà existant, puisque ce dont on parle là, il y a déjà énormément d'endroits où il y a des choses qui ressemblent. Et donc, très certainement, les gens voudront faire évoluer ce qu'ils ont déjà d'existant. Un des points qui est d'ailleurs relié à ce qu'il y a juste avant, c'est que le montant de financement, il intégrera une notion de complexité. Alors, ça ne sera pas forcément directement proportionnel. Si vous regardez ce qu'on a fait, par exemple, dans l'ensemble des dispositifs jusqu'à maintenant, en gros, on payait plus pour un gros site qu'un petit site. Par contre, alors j'ai plus les chiffres en tête, on pourra aller les voir si vous voulez, mais typiquement, un service de radio ou un cabinet de radio qui est 10 fois ou 50 fois plus gros, on ne paye pas 50 fois plus à la fin parce qu'on considère qu'il y a évidemment une complexité qui est peut-être supérieure, mais pas 50 fois plus grande quand le système est 50 fois plus gros. Donc, c'est pareil, on n'a pas fait, il y a une instruction technique là et économique à faire. Ce qui est sûr, c'est que plus le périmètre pris en charge sera gros et plus on payera. Mais après, évidemment, il n'y a pas une pure proportionnalité. Du coup, Mathieu, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus détaillé. Donc, aussi. Alors, Olivier. Ouais, pardon, je pense que tu as un décalage, Mathieu, de peut-être une demi-seconde ou une seconde, mais c'est super, c'est celle-là, ouais. Du coup, donc ce projet, il portera essentiellement sur le partage à la fois des pointeurs, des images et puis des images qui permettront donc leur consultation soit via un logiciel, soit via un navigateur,
soit via cette fonction elle-même, c'est-à-dire que l'essentiel de cette fonction, ça va être de partager avec l'extérieur, mais on est en train aussi de réfléchir à proposer un minimum d'interface pour que, en gros, en se loguant sur une interface utilisateur associée à cette fonction, on puisse de manière symétrique aller consulter ce qui se passe chez un collègue quand on est radiologue. Donc, ça veut dire en gros, ce qui sera financé, c'est la génération et la transmission de ce pointeur. La diffusion d'images, ça veut dire que si je suis requêté en tant que passerelle de diffusion, bah, je peux fournir en fait la partie qui m'est requêtée. Dans l'autre sens, je serai capable, comme je disais, en me connectant à la passerelle, de pouvoir visualiser ce qu'il y a donc chez un collègue. Et enfin, rapatrier. Et il y a une question qui se pose aujourd'hui qui n'est pas complètement statuée sur la notion de la visualisation. Je peux vous donner en gros la raison pour laquelle ce n'est pas encore statué. C'est qu'on se dit qu'à un horizon moyen terme, long terme, on aura probablement, à la fois dans mon espace santé, donc côté citoyen, et aussi côté professionnel dans la version web du DMP qu'on appelle nous le WebPS, un logiciel alors qui sera sûrement très minimaliste de visualisation. Et on se demande, en tout cas dans une perspective d'urbanisation, là où on est vraiment dans des travaux initiaux, s'il faut franchir le cap dès maintenant, de déployer massivement des outils de visualisation plus avancés que ce qui pourrait exister, je dirais, dans un outil patient ou dans un outil professionnel très minimaliste. Il n'y a pas forcément la réponse dans la question. Je pense que ça va aussi la question va se poser avec les industriels, y compris les industriels non de la radiologie, donc typiquement qui adressent des médecins de ville. Et donc, on doit encore statuer, nous, sur jusqu'à quel niveau on va en termes de visualisation, ou est-ce que l'État décide d'avoir un plus petit strict minimum qu'il fournit lui, et en gros, ensuite, de laisser le marché s'adapter, et on sait que ça prendra du temps. Quelques points qui sont assez importants, je pense, de mentionner. Ce projet-là, au sens large, il n'a pas vocation à fournir une infrastructure de téléradiologie. Donc, on n'aura pas de notion de gestion de workflow, de gestion de facturation, on n'aura pas de notion de gestion des urgences ou des astreintes. Faut vraiment le voir comme, je dirais, la dématérialisation de ce qui peut exister aujourd'hui dans un carnet de santé ou quand on sort avec son CD. C'est vraiment quelque chose qui a vocation surtout à être à la main du patient et pas en vocation, en tout cas primaire, à assurer une coordination des soins entre professionnels, notamment parce qu'on sait qu'il y aura des patients qui vont s'opposer à mon espace santé et donc qui n'auront pas leur examen qui seront référencés. Donc ça, c'est un choix assumé et il n'y aura pas un hack à côté qui permettra de traiter les patients qui n'ont pas d'espace santé. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un dispositif qui est à la main du patient. Donc, cette fonction, elle fera l'objet de spécifications techniques détaillées, probablement d'ailleurs sous deux formes. Des référentiels comme certains connaissent déjà aujourd'hui, donc déployés par l'ANS dans le cadre du CISIS. Et puis après, des spécifications qui seront propres à la mise en œuvre au sein de cette fonction et qui feront l'objet d'un dossier de spécification et de référencement qui eux-mêmes feront appel aux volets de contenu qui seront publiés par l'ANS. Donc, c'est deux travaux qui sont menés actuellement en parallèle, à la fois le développement des volets de contenu qui sont précisément ceux que vous avez juste au-dessus, donc pour le KOS et pour la partie diffusion d'ICOM Web, et puis toute la partie implémentation mise en œuvre au sein d'un composant logiciel qui est à spécifier. Il y aura une procédure de vérification technique, donc ça exactement comme dans la première vague, c'est-à-dire que on ne viendra financer que des composants / des logiciels qui auront passé toute cette batterie de tests techniques pour être finalement référencés sur un site web, donc qui est le site de l'Agence du numérique en santé. À date, on a un certain nombre de standards qui sont déjà identifiés et qu'on sait qu'on va utiliser. Donc XDS et XDS-IB sont son extension à travers en fait le DMP, XDM et DICOM Web pour la partie diffusion des données.
Voilà sur toute la partie un peu du périmètre de ce qu'on va financer. On n'a pas beaucoup plus à date de détails. On est en train de travailler sur les volets de contenu. Ouais. Merci Olivier. Donc du coup, je propose de prendre le relais. Alors effectivement, à date, on est en train de rédiger là les différents volets du cadre d'interopérabilité. Je passe à la slide suivante. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le schéma global hein, de l'aspect, le workflow global du volet d'imagerie, tel qu'on le voit. Donc, vous avez déjà sûrement vu ce schéma, parce que je l'avais partagé la dernière fois. On a Alors Mathieu, oui. on n'a pas, enfin moi j'ai pas le schéma, je ne sais pas si les autres l'ont. Moi je suis encore sur le slide numéro 10. Oui, on est toujours sur la 10. On l'a pas. Moi, j'ai le schéma. Ah mince. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi, je l'ai. Le schéma, oui. Ah, il y a un petit décalage, je pense. Ok, bon, alors c'est ok, très bien. Donc, je poursuis. Oui, donc sur la partie acquisition de l'examen réalisé donc par le radiologue, donc il y a une acquisition, l'examen est stocké au niveau du PACS. Nous, ce qu'on vient là, c'est du coup apposer notre Dreambox, qui est, comme je le rappelle, du coup, la passerelle, qui permettra ensuite d'alimenter le DMP avec le pointeur. Donc cette Dreambox, elle va aller chercher les informations stockées par l'examen acquis au niveau du PACS, et ensuite récupérer également une information de déclenchement au niveau du RIS, puisque suite à nos différentes discussions avec les vendeurs, nous avons du coup pris un certain nombre d'arbitrages. Et cet élément déclencheur serait, on va pousser pour que cet élément déclencheur soit le compte-rendu validé par le radiologue. Derrière cette Dreambox va construire un objet qu'on appelle KOS, qui sera lui ensuite poussé au niveau du DMP. Le DMP, donc, il est tel qu'on le connaît aujourd'hui avec un repository, un registre et son gestionnaire d'habilitation. Donc là, on travaille également avec la CNAM sur ce sujet parce qu'il va y avoir un certain nombre d'extensions qui vont être mises en œuvre au niveau du DMP pour que ce DMP puisse intégrer le KOS poussé par la Dreambox avec différentes nouvelles métadonnées. Donc ça, c'était pour la partie alimentation. Ensuite, sur la partie consommation, donc on aura du coup des médecins généralistes, des cliniciens, des spécialistes donc, qui auront du coup un rôle consommateur. Ils sont derrière un LPS, ça peut être un DPI, un LGC ou un logiciel de spécialisé qui devra du coup porter une DMP compatibilité sur le profil consultation. Ces professionnels de santé ils récupèrent le KOS, ils se connectent au DMP, ils récupèrent le KOS. À l'intérieur du KOS, il y aura du coup le lien URL qui devra être fixe. Donc c'est encore un sujet sur lequel on travaille, c'est-à-dire comment spécifier du coup ce lien URL qui pointera vers le PACS source pour ensuite aller consulter l'examen. Donc au final, hein, ce fameux KOS, cet objet de pointeur, il fait uniquement quelques kilooctets et tout l'examen, toute l'image reste stockée au niveau du PACS source et est récupérée à la demande par le professionnel de santé depuis un DICOM viewer qui pourra être intégré à son LPS. On s'adresse aussi également à une autre population qui sont les radiologues spécialistes qui eux travaillent sur des environnements 100% DICOM, donc très spécialisés et qui sont la plupart du temps d'un côté sur des workstations DICOM, de l'autre sur des RIS. Donc là, ce qu'on va leur proposer, c'est une Dreambox consommatrice, donc une API Dreambox, qui pourront utiliser pour aller à nouveau récupérer le COS et également récupérer l'examen. Ils n'ont pas les mêmes usages que les médecins généralistes ou les cliniciens, puisque eux, ils vont avoir besoin de faire des comparaisons d'examens, des comparaisons de séries, regarder les antériorités. Donc, ils auront besoin d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus poussées qu'un médecin généraliste qui a besoin d'avoir un instant T, d'avoir l'examen de son patient en même temps que le compte-rendu. Donc voilà, c'est le schéma global. Je propose de passer à la suite. Donc au niveau de l'organisation du projet, donc le projet il a commencé déjà l'année dernière. Il se découpe en deux phases avec un certain nombre de sprints. Je vais passer assez rapidement là-dessus. On est en train de construire du coup un ensemble de spécifications. Donc des spécifications. Mathieu, la page n'a pas passé. Moi, je pense qu'il y a un petit décalage entre ce que je vois et le passage au niveau de votre écran.
C'est-à-dire que nous, on est toujours sur la 10. Non, mais vous pouvez cliquer, vous avez des petites flèches en bas, vous avez marqué synchroniser avec le mode Oui, présentateur. on a. Et ça marche. Ouais, j'ai pas verrouillé sinon en bas, sinon vous pouvez passer effectivement manuellement en bas si vous le souhaitez. Oui, parce qu'il y en a qui voient les diapositives en fait. Je vous propose de. Donc je pense que c'est bon, si vous passez en bas, vous aurez la. Donc là, je suis sur la diapositive 12. Donc le projet, il a débuté donc l'année dernière, comme je le disais, il est découpé en plusieurs phases. Donc des phases d'analyse avec de la rédaction de différentes spécifications qui seront intégrées dans le cadre d'interopérabilité, donc plusieurs spécifications à plusieurs niveaux. On va avoir des spécifications qui portent sur le partage d'examen d'imagerie. Actuellement, dans le niveau du cadre d'interop, il y a des spécifications qui portent sur le partage de documents. Donc, on va étendre ces spécifications pour qu'elles prennent en compte le partage d'examen d'imagerie. On rédige également une spécification sur le contenu du KOS, donc ce fameux nouvel objet qu'on va pousser au niveau du DMP. Parce que comme vous le savez, actuellement, le DMP ne prend en charge uniquement des comptes rendus au format CDA, donc une extension du DMP pour prendre ces KOS. Et également, on rédige différents documents d'architecture qui seront du coup mis à disposition des éditeurs pour qu'ils puissent développer leur propre passerelle et intégrer éventuellement la partie également consommation pour qu'elle soit compatible avec le volet d'imagerie. Au niveau de la comitologie du projet, donc on a plusieurs réunions, donc on intègre, on a des réunions hebdomadaires voilà, de suivi, des réunions de travail pour élaborer les différentes spécifications. On travaille également en bilatéral avec l'ensemble des industriels, donc que ce soit les éditeurs de RIS, les vendeurs de PAX, des éditeurs également de PFI, qui n'étaient à la base pas sur l'imagerie, qui étaient identifiés sur la vague 1, mais qui sont intéressés du coup également sur ce projet. Donc on travaille avec tous ces éditeurs pour élaborer avec eux donc l'ensemble des spécifications. Donc on se réunit régulièrement. On a toujours également nos radiologues qui portent l'ensemble du projet et qui sont nos sponsors, donc les différentes associations de radiologie, la FNMR, la SFR, G4, qui sont portées par le docteur Masson, le professeur Boyer, le professeur Meder. Et également, donc on fait des webinaires réguliers avec vous, donc avec les régions, également avec les industriels pour communiquer sur les différents états d'avancement et puis également pour discuter donc avec l'ensemble des parties prenantes et également avoir vos inputs éventuellement sur différents questionnaires. Donc après, voilà, on va être aussi amené, je pense, à discuter en bilatéral sur un certain nombre de sujets. J'y viendrai juste après. Je vais passer donc côté vertical métier. Donc là, c'est les grands verticales métiers qu'on a identifiés en tout cas sur ce projet. Donc on va s'adresser aux patients qui souhaitent consulter ces examens d'imagerie depuis son DMP. Donc ça, je pense que ça ne sera pas au niveau du Ségur parce qu'il n'y a pas de financement en tant que tel, mais c'est voilà, proposer ce volet d'imagerie également à Mon Espace Santé pour que le patient puisse consulter ses examens depuis Mon Espace Santé. C'est une possibilité qu'on est en train de regarder. Ensuite, à l'intérieur du volet d'imagerie, on s'adresse à plusieurs consommateurs. Donc, on a le médecin correspondant ou demandeur qui souhaite consulter les examens disponibles depuis le DMP. Donc, ça peut être le médecin généraliste ou un clinicien. Il a en possession un DICOM Viewer directement intégré à son LPS. Il peut accéder aux images de l'examen et les visualiser à travers du coup un certain nombre de fonctionnalités assez minimales, mais qui sont suffisantes en tout cas pour son travail de visualisation, dans le cadre de la visualisation. On s'adresse également du coup à des médecins assurant des suivis cliniques et des comparaisons avec des images, avec de l'imagerie, comme je le disais, avec des besoins beaucoup plus forts, et notamment des spécialistes qui, eux, du coup, fonctionnent sur des environnements beaucoup plus complexes et ils ont besoin de faire appel à des fonctionnalités de visualisation d'images beaucoup plus avancées et adaptées à leurs besoins. Ça va être notamment les différentes spécialités sur la cancérologie, la réanimation, l'orthopédie, mais éventuellement d'autres spécialités. Ces spécialistes, ils ont besoin du coup de vérifier les antériorités, de réaliser des comparaisons de plusieurs examens, séries, images sur des outils de visualisation. Donc c'est aussi vers eux s'adresser. Et enfin, on a aussi un autre cas d'usage qui peut être intéressant, c'est les RCP.
c'est les réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont assez présentes notamment en cancéro. Et c'est un médecin du coup, qui souhaite partager un ensemble d'examens à plusieurs de ses confrères, donc avec ou sans compte rendu. Donc ça, il faut encore qu'on instruise ce point pour ensuite partager l'examen à travers une réunion de RCP qui peut être du coup faite à distance avec du coup chaque interlocuteur qui a son propre accès au niveau du DMP. Sur ce projet, donc depuis son démarrage, on a discuté pas mal déjà avec les vendeurs et les radiologues. On a pris déjà plusieurs arbitrages, notamment au niveau du premier arbitrage. Le constat, c'était que DICOM, le standard DICOM, ne peut pas gérer le statut de fin d'acquisition d'un examen. Donc actuellement, on avait cette problématique, on ne savait pas quand l'examen était terminé. Donc ce qui a été soumis et les éditeurs sont en phase aussi également avec cette trajectoire, c'est que le déclenchement de soumission de l'examen au DMP soit réalisé dès qu'il y a la validation du compte rendu par le radiologue. Donc pas de déclenchement de publication, si pas de compte rendu. Donc c'était un élément sur lequel poussait l'ensemble des vendeurs et des radiologues pour qu'on puisse du coup uniquement alimenter le DMP avec le compte rendu. Et le deuxième arbitrage qui a été réalisé, c'était sur l'association compte rendu examen. Comment relier l'examen avec son compte rendu d'imagerie. Donc on a fait une association qui sera rédigée, qui sera avec une donnée qui sera mise dans les différentes spécifications et qui sera pris en compte aussi au niveau indexation de métadonnées par le DMP, c'est l'accession number, c'est le numéro d'examen technique qui est donné par les RIS. La slide suivante, c'est un petit détail après sur l'accession number, donc c'est l'identifiant. Cet identifiant, il est présent à chaque fois, donc du coup sur la demande d'examen du RIS. C'est le RIS qui est maître de l'accession number, donc qui pourra être associé au compte rendu qui est publié au niveau du DMP et au niveau de l'examen. Sachant qu'à chaque fois sur ces trois flots, on a à chaque fois des cardinalités qui sont de 1 à n. Donc on peut se retrouver avec des examens d'imagerie, plusieurs examens qui correspondent à une demande, et également avoir des comptes rendus, plusieurs comptes rendus avec un ou plusieurs examens ou inversement. Nous avons échangé déjà avec plusieurs régions sur ce projet. Donc on nous avait remonté quelques remarques. Je vais commencer peut-être par la Bretagne, parce qu'on avait déjà du coup échangé avec la région Bretagne sur ce projet. Donc c'est vrai que la région s'inquiétait un petit peu sur les annonces Ségur. Donc on va continuer en tout cas à travailler avec cette région pour qu'on soit du coup en synergie avec le projet régional qui est proposé, et notamment avec les vendeurs. Puis on avait une question également de la Réunion qui s'inquiétait sur des problématiques liées à la bande passante nécessaire pour acheminer les données via des canaux sécurisés. Donc ça, c'est bien un sujet également qu'on a pris en compte. C'est lié à la compression de l'image et à la transfert syntaxe. Et c'est un sujet sur lequel on doit travailler, notamment avec l'éditeur qui a été identifié pour la réunion. Donc on sera sûrement amené à vous contacter pour organiser une petite réunion en bilatéral déjà pour bien comprendre la problématique. Et en parallèle, du coup, on va travailler également avec les différents vendeurs. Donc je fais la transition avec les prochaines étapes. Donc nous, notre objectif, donc côté ANS et côté également IHE qui nous accompagne là, sur cette prestation, c'est le lancement d'une phase d'analyse des aspects techniques et architecturaux en région afin de déterminer l'architecture cible et les synergies entre le projet national et la diffusion d'imagerie médicale et les projets régionaux. On a des discussions actuellement en cours sur 2 vendeurs qui sont présents en région, c'est GE et Philips. On a du coup ils sont bien identifiés du coup dans notre groupe de travail en tant qu'intervenants sur les régions. Notre objectif du coup c'est de discuter avec eux sur les synergies et les architectures peut-être spécifiques qui sont déployées en région et voir si du coup ça peut correspondre à notre projet national et voir également comment on peut s'adapter.
Donc voilà, là c'était l'architecture en région. Et puis ensuite sur les prochaines semaines, on a plusieurs chantiers qui sont actuellement en cours d'instruction. C'est la cartographie et l'analyse des futurs moyens d'identification et d'authentification utilisés. Puisque comme vous le savez actuellement au niveau de la consommation du DMP, on n'a pas forcément à disposition tous les moyens d'authentification qui sont possibles. Donc on est en train de faire une analyse et une cartographie des moyens qu'on souhaite du coup mettre en œuvre. On réalise également une analyse technique des DICOM viewers qui seront utilisés par les consommateurs pour être sûr qu'ils soient bien tous compatibles avec notre volet d'imagerie, sachant que notre volet d'imagerie du coup sera standardisé DICOM, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Et enfin, voilà, comme je le disais, une analyse des performances et de la transfert syntaxe qui sera aussi un chantier à part qu'on doit instruire. Voilà, moi de mon côté, j'ai terminé. Après, juste peut-être un petit point planning, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, mais l'objectif, voilà, c'est d'atterrir en tout cas sur l'ensemble de ces chantiers sur le début de l'été, pour qu'on puisse ensuite avoir le temps de publier nos différents volets et que lors de la publication du DSR, qui arrivera normalement sur septembre, on ait l'ensemble de nos volets qui soient validés et qui puisse passer du coup le stade des concertations. Je vous propose de passer maintenant aux questions-réponses. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions sur le chat. Alors, il y avait, je ne sais pas si, n'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions. Dans tous les cas, nous, ce qu'on va être amené à faire, voilà, comme je le disais, c'est prendre contact avec vous. N'hésitez pas à prendre contact également avec nous de votre côté si vous pensez qu'il y a besoin d'instruire certains sujets d'architecture. Normalement, nous, déjà, de notre côté, on a l'ensemble des éditeurs. Et il y a Madame Bertini qui lève la main. Allez-y, vous pouvez intervenir. Oui, bonjour. Votre proposition de piloter également la partie RCP avec cette nouvelle version est très intéressante. Cependant, pour les RCP, il y a énormément d'examens qui sont visualisés en même temps. Donc, il est très important que tous les examens soient en ligne. Donc, il ne faut pas seulement avoir le lien vers l'examen, mais il faut que l'examen ait été préchargé ailleurs. Donc ça, c'est valable un petit peu pour tout ce qui concerne l'imagerie, c'est-à-dire qu'avoir le lien vers l'image, c'est bien. Par contre, si on veut pouvoir l'utiliser, il faut que ce soit rapide. Donc ce qui est très important, c'est peut-être de suggérer qu'au niveau des sites, au niveau de la Dreambox, il y a un mécanisme qui permette de précharger les examens afin de pouvoir, ou d'autres solutions, hein, afin de s'assurer que les examens soient en ligne et qu'on puisse les visualiser de façon rapide, autrement ce ne sera pas utilisé. C'est juste une proposition. Alors Mathieu, si tu veux, je fais un complément d'information là-dessus. Déjà, comme je le disais, hein, on ne vise pas, j'ai mis en fonction primaire la coordination des soins, notamment parce qu'il y aura des patients qui s'opposeront à l'usage de mon espace santé pour le partage d'examen. Et donc, dans cette perspective, ça ne vient pas remplacer des outils qu'on sait qui existent en région pour cette coordination entre professionnels. Donc ça, je pense que c'est un point important. Ça pourra permettre d'ouvrir peut-être sur plus d'examens. Et on sait qu'on aura une grande majorité vraisemblablement des citoyens français qui auront mon espace santé, puisque les taux d'opposition qu'on connaît sont assez faibles, voire très faibles, en tout cas à date. Peut-être qu'on aura une mauvaise surprise, mais en tout cas, on devrait en avoir voilà, une immense majorité. Mais on sait qu'on n'aura pas tout le monde. Donc ça, déjà, je pense que c'est un point qui est important. Après, il y a la notion de la bande passante avec, comme vous l'avez mentionné, hein, plusieurs solutions techniques qui peuvent éventuellement être mises en œuvre, notamment le fait de charger les examens en avance, qui reviennent plutôt aux consommateurs qu'aux producteurs de la donnée, ça, d'effectuer ces flux qu'on appelle souvent un prefetch. Il y a aussi la notion de pouvoir compresser, hein, ce que mentionnait Mathieu. Par contre, nous, on se dit que à date, ce qu'on présente là est un projet, même si certains d'entre vous l'ont mis en œuvre déjà de manière
très satisfaisante en région. À l'échelle d'un pays comme la France, en tout cas du mieux qu'on le sache, ça n'a jamais été mis en œuvre. Et on se dit que ça sera probablement déjà un projet ambitieux qui va mettre du temps et pour lequel on ne peut pas se permettre de rajouter en plus, notamment parce qu'il y en a chez qui ce n'est pas possible, des contraintes de bande passante. On peut faire ce qu'on veut, il y a certains établissements ou certains cabinets de radio, notamment parfois petits, qui ont une faible bande passante et qui n'ont pas envie de changer, notamment d'hébergement en passant sur des solutions cloud, parce qu'on met en place ce qu'on est en train de faire là. Donc, si on le fait, ça sera probablement en 2 temps, dans un temps plus long, où déjà on va essayer d'avoir la mise en œuvre d'une architecture technique qui permet de fonctionner, je dirais, avec ceux qui s'engageront là et ceux pour qui ça marchera. Et dans un second temps, si tout ça s'apprend bien et que c'est bien utilisé, on viendra peut-être mettre des notions de performance qui, à mon avis, dans le fond, seront bénéfiques pour tout le monde, pour les utilisateurs à distance comme pour ceux qui y recourront. Mais en tout cas, c'est clair qu'on ne le fera pas dans un premier temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors Mathieu, il y en a aussi dans le chat sur l'INS. Oui. Je sais que tu connais beaucoup mieux que moi, donc peut-être que tu peux prendre celle-là. Prise en compte de l'INS, oui, c'est une question de Monsieur Dubreux. Donc oui, effectivement, on avait participé au groupe de travail sur l'INS dans les PACS. Donc après, je peux vous faire un petit focus voilà, sur le workflow. Il correspond, en tout cas, il a été validé par l'ensemble des éditeurs. Sur la question, c'était comment transporter l'INS dans le workflow d'imagerie. Donc on était en phase là-dessus, le document avait été validé. Là, actuellement, on est sur la phase de concertation. Donc on est sur une change proposal au niveau du cadre d'interopérabilité pour mettre à jour notre spécification INS sur la partie DICOM. Mais effectivement, l'INS est un vecteur qui sera utilisé par le volet d'imagerie. Alors, il y a aussi un petit élément aussi à prendre en compte par rapport à l'INS. Comme je le mettais en introduction, on va se baser sur un élément déclencheur qui est le compte-rendu. Donc, vraisemblablement, on utilisera l'INS qui est valorisé avec le message du compte-rendu pour notre déclenchement du COS vers le DMP. Je vais essayer de prendre les questions un peu suivantes. Donc, sur la question de la chronologie, l'objectif pour nous, c'est 15 septembre pour le lancement du dispositif. Le lancement du dispositif, ça veut dire publication de l'arrêté, publication du DSR, donc du dossier de spécification et de référencement, publication de ce que nous on appelle aussi l'AF, donc l'appel à financement des acteurs de l'offre de soins, et le fichier qui est réellement celui des exigences techniques qu'on appelle le REM. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir tout ça en septembre publié, ce qui veut dire que pour nous, pour faire les derniers rounds de concertation, il faut qu'on soit prêt en juillet. Mais par contre, le lancement réglementaire du dispositif, la date cible, c'est septembre. Sur la question des LPS, donc pour moi, il y a un peu 2 questions là-dedans. Il y a une première qui est, donc il va y avoir aussi une vague 2 pour les LPS, notamment les logiciels de gestion de cabinet qui sont probablement les plus concernés, dans lesquels, de manière sûre, on va très certainement mettre à instruire, mais au minimum l'information qu'il existe une image référencée dans le DMP ou dans son espace santé, ça dépend comment on le voit, pour un patient donné. Et donc après, il y a une deuxième question qui est quid de, évidemment, si le professionnel, le médecin souvent en bout de chaîne souhaite visualiser l'image. Et donc là, c'est ce que je disais, c'est une discussion qui n'a pas encore eu lieu avec les éditeurs. Ce qui est à peu près sûr, c'est que à terme, on est en train de voir avec la CNAM, mais on aimerait que ça soit évidemment synchronisé. On aura certainement un viewer côté professionnel de santé, alors minimaliste, qui sera vraiment de base, et qui, je dirais en mode dégradé, mais qui pourrait déjà satisfaire beaucoup des besoins,
sera disponible pour l'ensemble des professionnels en appel contextuel. Ce qui nécessite par ailleurs, c'est ce que je vous répondais aussi dans le chat, là, la mise en œuvre d'un cadre d'interop, en gros, pour ces appels contextuels, c'est comment je fais pour faire j'appelle monviewer.com avec le numéro d'examen Intel dans Pax bidule ou avec KOS passé en paramètres. Donc en gros, il y a tout un tout petit cadre d'interop, mais qui doit être décrit pour la manière dont on peut appeler la visualisation d'un examen dans le cadre d'un appel web. Alors après, oui, sur la remarque sur est-ce que ça a été mis en œuvre, alors j'aurais peut-être dû dire, en tout cas, je ne l'ai peut-être pas dit, ça n'a probablement pas été mis en œuvre à l'échelle d'un pays grand comme la France. Par contre, il y a des pays qui sont d'une échelle grand comme un département français ou un peu plus grand, d'une région, qui l'ont mis en œuvre. Il y a même je dirais des systèmes hospitaliers, hein, comme la Mayo Clinic, qui ont mis en œuvre des systèmes un peu similaires. Il y avait une question à nouveau de Thierry Dubreuil sur le financement des PACS. Je ne sais pas si tu veux répondre, Olivier, ou je réponds. Alors, on en a sauté une. Alors, attends, je ne la vois pas. À 12h51, tout à la fin. À 12h51. Les PACS aujourd'hui ne sont pas concernés par les programmes SONS et SUNES. Alors, je fais juste un tout petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, SONS, c'est l'État qui, sur une fenêtre donnée qui dure 1 an, en gros, définit des specs techniques et propose de payer pour le compte de celui qui passe commande. Donc, c'est ce qu'on est en train de vous présenter là. C'est ça le dispositif SONS. On a des specs techniques, un référencement des éditeurs et une fenêtre sur laquelle l'État s'engage à payer la commande. SUNES, c'est différent. Hein. SUNES sont des objectifs qui sont fixés aux établissements de santé sur, en gros, hein, si je fais court, l'échange et partage des données de santé via le DMP et via la messagerie, avec des cibles d'usage, que ce soit DMP ou que ce soit messagerie. Et en l'occurrence, donc, il y a le volet du compte-rendu qui est intégré aujourd'hui dans SUNES. Il n'y a pas de composante à date de l'image. Ça arrive, de mon point de vue, un peu tard. En tout cas, la seule manière qu'on pourrait de l'introduire dedans, c'est de rajouter un volet. Donc, ce n'est pas de convertir les financements, mais c'est de rajouter un volet de financement. De mon point de vue, très probablement, on verra ça, je dirais, en fin de Ségur, puisqu'on aura peut-être, alors c'est pas souhaitable qu'on en ait beaucoup, mais on aura probablement des sous-exécutions qui pourront nous permettre éventuellement de rajouter des petits volets, entre guillemets, ici ou là. Mais en tout cas, donc à date, pas d'image prévue dans SUN. Et évidemment, dans SONS, c'est ce qu'on est en train de présenter là. Donc SONS, financement d'achat pour compte, c'est précisément ce qu'on présente là. Par contre, ce n'est pas les PACS au sens des PACS, encore une fois, c'est la fonction de diffusion d'images, qui peut être prise dans un PACS ou qui peut être prise ailleurs. En fait, c'est vraiment suivant l'implémentation locale. Ensuite, alors je remonte un peu le fil, Mathieu, parce qu'il y en a qui en ont parlé. Pouvez-vous communiquer la liste des fournisseurs de Dreambox? Ah bah alors ça, si on les a pas. Il y a des industriels qui sont intéressés par les travaux qu'on mène, qui seront probablement intéressés par mettre en œuvre. Il y en a qui vont peut-être jeter l'éponge en disant bah, vous nous demandez trop, vous ne nous donnez pas assez d'argent. On va peut-être avoir des nouveaux qu'on découvre. Hein. Ça arrive parfois hein, dans certains dispositifs de financement, là où il y a des éditeurs qui se mettent à développer alors qu'ils n'étaient pas forcément sur le marché. Ce qui est à peu près sûr, c'est que tous ceux qui développent actuellement ce qu'on appelle des passerelles, que ce soit dans le cadre de financements régionaux ou autres, notamment en téléradiologie, à mon avis, vont s'y mettre. Je ne vois pas de raison qu'ils n'y aillent pas parce qu'on ne va pas être très loin de ce que font pas mal d'industriels. Je remonte encore. En cas de récupération de l'examen, DICOM va-t-il aller directement de l'émetteur vers les... Ah non, ça ne passe pas par le DMP. Le flux ne passe pas par le DMP. En gros, c'est du peer-to-peer. On récupère l'adresse et après, on vient chercher l'examen à la source. Alors avec des contrôles d'identité, vérification éventuellement que donc le pointeur vient bien du bon endroit, etc. Mais à la fin, le flux numérique ne passe pas par le DMP.
Pour répondre à la question de Thierry Dubreau, effectivement, donc il y aura pas de contrôle au niveau des PACS, puisqu'ils ne rentrent pas dans le financement, c'est uniquement l'objet passerelle qui sera financé. Donc s'il y a des contrôles de conformité vis-à-vis du Ségur, ils se dérouleront au niveau de la passerelle. Et on sera sûrement à vérifier, par exemple, comment est construit le KOS. Est-ce que le KOS du coup respecte bien la spécification de contenu KOS qui est publiée sur le CISIS? Et puis ensuite, il y aura aussi un certain nombre d'éléments qui seront vérifiés par le DNP, par notamment le CNDA, puisque la Dreambox va se comporter comme un LPS avec une DMP compatibilité. Donc il y aura une DMP compatibilité côté LPS source pour alimenter le DMP, et puis il y aura aussi une DMP compatibilité côté consommation, donc que ce soit un LPS type LPS DPI, LGC tel qu'on les connaît aujourd'hui, mais également une Dreambox consommatrice qui aura du coup aussi une DMP compatibilité, qui peut avoir aussi une DMP compatibilité sur le profil consultation. C'est ça certainement qu'on demandera dans le cadre des DSR. Alors du coup, Mathieu, il y a une question qui est directement reliée là. Comment les éditeurs peuvent-ils s'inscrire dans cette démarche Dreambox? À date, vous avez compris, là, on est vraiment dans la construction. La logique du Ségur, c'est d'être à la fois transparent, inclusif et ouvert dans nos démarches. Donc, même si les dispositifs devraient sortir en septembre, on a des réunions ouvertes avec l'ensemble des éditeurs. Donc, si vous estimez que le vôtre ou vous en faites partie et vous n'êtes pas dans les réunions, évidemment, envoyez-nous un email et on vous mettra dedans. Il n'y a pas non plus de sélectivité pour participer aux réunions. Et donc, à date, la meilleure manière, c'est de rester au plus proche des travaux qui sont en cours. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de référentiels et de spécifications techniques qui sont non définis et qui restent à définir. Et puis après, une fois que les dispositifs réglementaires sont sortis, donc encore une fois, avec la cible qui est en septembre, du coup, alors les plus malins, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont commencé à développer en avance de phase, puisque nous, quand on a des arbitrages, en fait, on les communique de manière très transparente aux éditeurs. Alors, ils peuvent prendre leurs risques. Jusqu'à maintenant, on a toujours sorti les dispositifs qu'on avait promis et dans les temps voulus. Donc, au début, je pense que les éditeurs ne nous faisaient pas forcément confiance. Maintenant, ils nous les font beaucoup plus. Et donc je pense qu'il y en a qui développent en avance de phase. Ceux qui n'ont pas commencé, du coup, ils s'y mettent le jour où les specs sortent. Et du coup, on n'a pas annoncé complètement la fin de la fenêtre de financement, mais ça sera vraisemblablement une période d'environ 12 mois. Et donc, ils ont 12 mois à la fois pour se mettre en conformité d'un point de vue développement, pour venir se faire référencer, donc avec le mixte probable, comme disait Mathieu, un mixte CNDA et ANS. Donc, ça prend pas mal de semaines suivant les logiciels. Ça peut prendre entre 1 et 2 mois sans problème à venir faire cette vérification technique. Et puis, alors dans le même temps, ce qu'on a autorisé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capacité à aller chercher des commandes un peu en avance de phase, c'est-à-dire de ne pas nécessairement attendre d'avoir la vérification technique pour avoir les commandes des clients. Et finalement, l'installation qui doit se faire dans la fenêtre. Alors, on rajoute un petit peu de temps souvent à la fin. Donc, quand je vous parle de 12 mois, il y a un peu moins de temps pour se faire référencer et un peu plus de temps pour installer. Mais en gros, vous avez le gros cadrage et tout, je dirais, les derniers ajustements se feront probablement cet été en termes de calendrier. Voilà. Normalement, on a une liste de diffusion qui est déjà construite. On a l'ensemble normalement des éditeurs qui sont présents sur le territoire. Mais effectivement, si vous pensez qu'il y en a qui ne sont pas identifiés, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On pourra rajouter le contact. On va vous communiquer le replay du webinaire dans tous les cas. Et vous aurez du coup nos contacts. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer du coup cette présentation.